Bonjour à tous. Deux sujets à évoquer au cours de cette matinale dans son numéro de ce mercredi matin. D'abord, la situation de plus en plus difficile des ménages à faire face aux charges liées à la survie et à l'alimentation, la faute à la hausse brutale et exagérée du prix du carburant aux abords des voies. La conséquence directe, c'est la répercussion sur le coût de la vie et le prix des denrées alimentaires. C'est notre spécialiste maison des questions liées à l'économie qui nous expliquera comment tout cela se tient et est très lié. Jacques Degbé sera au téléphone depuis Parakou. L'autre sujet, nous allons l'évoquer pendant nos débats. Il s'agit de cette curieuse entrevue entre le président de l'Union progressiste, le Renouveau, Joseph Djogbenou, et le récemment désigné président du bloc républicain, Ablaye Biotchane. Les deux hommes ont dit avoir abordé la question des élections de 2026. Mais sous quel angle? Question à faire à nos débatteurs. Nous essaierons après ce sujet d'en aborder d'autres. L'actualité nous en propose de plus en plus. Dans les journaux ce matin, les sujets sont épars. On parle de politique et de diplomatie avec Fraternité, d'économie et de finances avec Matin Libre, ou encore de crise du paillot avec la pression de la demande sur le secteur formel. Vous le verrez tout à l'heure. Bonjour à tous. À nouveau, merci d'être au rendez-vous. Voici la une des journaux. Nous commençons par Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin. Proposition de suppression de visa entre les pays africains, talons Dangote, des points de convergence. Hausse du nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Le Bénin, une terre d'accueil, a constaté Fraternité. Déclaration et paiement des cotisations par les employeurs. La CNSS et l'OSCCA Bénin échangent pour la sécurité sociale des travailleurs. Soirée de gala à Boycon, la FESICAM Bénin a honoré ses retraités. Entretien avec Natacha Djossouvi, chef service électricité et instrumentation et automatisme. Ce n'est pas parce qu'on dirige des hommes au boulot, au service, qu'on peut ainsi et aussi diriger son mari à la maison. Conseil de la dame interrogée par Fraternité. Nous passons à l'autre quotidien, représentation au sein des organes chargés de gérer les élections. La Cour constitutionnelle, ultime bataille de l'opposition. Le quotidien, polémique et dénonciation après la nomination des nouveaux sages qui, pour trancher le débat autour de la nouvelle constitution, question posée par le journal Le Quotidien. Nous sommes maintenant avec Nord Sud Quotidien, essence des stations-service. La demande hebdomadaire passe de 1500 à 5000 tonnes, a constaté donc le journal. La Nouvelle Tribune, suppression des subventions de l'essence au Nigeria. Les activités sont au ralenti. Plusieurs secteurs d'activité au ralenti donc. La hausse du prix de l'essence frelatée fluidifie la circulation routière. L'OMS souffle le chaud et le froid. Lisez donc la Nouvelle Tribune et informez-vous. Le journal Matin Libre, microfinance au Bénin, un SFD a grillé au cœur d'un scandale. Le gouvernement a sa part de responsabilité d'expolier sans remettre à Patrice Talon. Le matinal, protection, sécurité, liberté et inclusion socio-économique des réfugiés au Bénin. Le Bénin, deuxième dans l'espace CE2AO. Et puis FADEC 2023, à la page 7, vous lirez que il y a 84,9 milliards de francs CFA déployés pour le développement des communes par le gouvernement. Nouvelle expression pour booster la collecte des recettes intérieures. La Banque mondiale accorde près de 90 milliards de francs CFA. Sur ce chantier-là, la première Assemblée nationale, le président Vlavonou et ses collègues en séance plénière dès ce jour au Palais des gouverneurs. C'est dans la capitale du Bénin à Porto Novo. Le matin, question orale à l'Assemblée nationale ce jour. Le gouvernement répond aux députés sur la qualité des prestations du CNHU
HKM. Le potentiel système financier décentralisé dans le zoo épargne publique déjà frappé par des criminels financiers. Drame du match Bénin-Sénégal au stade de Cotonou à Cotonou. Encore des commissions croque-mort se demandent la parution. Nous sommes maintenant avec Dabarou, attractivité territoriale des 27 communes du nord du Bénin. Les membres du CTI du programme Agora font le point des actions qui ont été menées. L'affiche du jour, Bénin Société des moutons à prix d'or à l'approche de la Tabaski. On annonce cette fête musulmane pour la semaine prochaine. En effet, le Béninois libéré Ablaye Biotchané reçu en frère par Djokbenou au siège de l'UP, le renouveau, l'axe BR-UPR en alliage. En tout cas, c'est un constat donc du journal Le Béninois libéré qui souffle par ailleurs que les différends ont été totalement réglés. Il n'y a qu'au-delà de Banté quelque chose de solide se prépare. En tout cas, ce sera notre sujet de discussion tout à l'heure avec les débatteurs. On va retourner à la une de Fraternité ce matin, proposition de suppression de visa entre les pays africains. Talon Dangote, il y a des points de convergence à constater le journal qui paraît à noter hausse du nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Eh bien, le journal conclut que le Bénin est une terre d'accueil privilégiée. Déclaration et paiement des cotisations par les employeurs. La CNSS et l'OECCA Bénin échangent pour la sécurité sociale des travailleurs. Soirée de gala à Boycon, la FESECAM Bénin a octroyé à la FESECAM Bénin a honoré ses retraités. Et puis entretien avec Natacha Djossouvi, chef service électricité, instrumentation et automatisme. Ce n'est pas parce qu'on dirige les hommes au service qu'on peut aussi diriger son mari à la maison. Conseil donc la dame qui a été interrogée par Fraternité. Ainsi donc les informations à la une des productions ce matin. Comme à notre habitude, on va déjà commencer par s'intéresser à ce que Fraternité propose à l'intérieur de sa parution ce matin. Vous pourrez vous intéresser déjà à sa manchette. Talon Dangote, il y a des points de convergence. De quoi s'agit-il? Il s'agit en effet de la proposition de suppression de visa entre les pays africains. Les deux hommes, en tout cas, ont émis cette idée. Cela a commencé à se concrétiser déjà à Cotonou. On ne comprend pas que des frères africains puissent mettre des barrières entre eux quand ils doivent se déplacer entre leur pays. Il y a que le journal, sous la plume de Patrice Sokebe, propose à l'Afrique de prendre exemple sur l'Europe. On connaît bien cette ouverture et ces barrières sautées au niveau donc de l'Europe. Autre actualité qui pourra vous intéresser aussi dans Fraternité, on a célébré hier la 22e édition de la Journée mondiale du réfugié. Au Bénin, le journal est allé enquêter. Il me semble qu'il y a une hausse du nombre de réfugiés, de demandes d'asile désormais à Cotonou. Conclusion pour le journaliste Ange-Pauline Touama, le Bénin est désormais une terre d'accueil très privilégiée et très intéressante pour ceux qui demandent de s'y installer. Allez, un dernier article qui pourra vous intéresser aussi dans Fraternité, c'est cet entretien que Natacha Djossouvi, chef service électricité, instrumentation et automatisme, a accordé à votre journal. Elle dit ceci en substance: il faut arrêter de penser que parce qu'on dirige les hommes au service, on peut aussi diriger son mari à la maison. Pourquoi est-ce qu'elle raisonne ainsi? Eh bien, à cette Fraternité, lisez cette belle interview, notamment dans les colonnes du journal qui paraît à Ménotin. Ainsi donc, quelques sujets qui pourraient vous intéresser dans la parution de Fraternité de ce mercredi matin. On va passer maintenant au bulletin de l'information et là, c'est le rendez-vous que nous donne la rédaction de Canal 3 Bénin pour nous proposer l'actualité telle qu'elle l'a captée par
Ces caméras et micros, la patronne de cette rubrique, c'est Florence Bossa, installée. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans votre bulletin ce matin, on va évoquer la problématique de l'éducation et de l'employabilité des jeunes qui est au cœur d'une réunion des décideurs à Cotonou. Il s'agit, et ça c'est le premier titre, il s'agit de la réunion de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. La rencontre vise à mettre en lumière le rôle des décideurs de la production, l'évaluation et l'amélioration des curricula d'apprentissage. Deuxième titre de votre bulletin à suivre tout à l'heure en détail, Florence Bossa, 3 millions de francs CFA. C'est le montant mis à la disposition des familles de réfugiés les plus vulnérables vivant au Bénin. C'est une contribution du gouvernement pour favoriser l'inclusion sociale de ces hommes et femmes en terre hospitalière du Bénin. L'enveloppe a été officiellement remise ce mardi au cours de la célébration de la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés à Cotonou. Je vous en soufflais un mot dans la une des journaux tout à l'heure. Voici le bulletin. C'était le deuxième titre et on va ouvrir le bulletin par là. Florence, le gouvernement met 3 millions de francs CFA à la disposition des familles de réfugiés les plus vulnérables vivant au Bénin. Le don est l'une des actions de l'exécutif pour favoriser leur inclusion sociale en terre hospitalière au Bénin. Tanguy, l'enveloppe a été officiellement remise ce mardi à Cotonou au cours de la célébration de la 22e édition de la Journée mondiale du réfugié. Ces manifestations officielles sont également marquées par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement béninois et l'organisation internationale Direct Aid qui œuvre aussi pour l'épanouissement de cette communauté vulnérable. William Cliquant. 50 000 francs CFA à 60 familles de réfugiés les plus vulnérables vivant au Bénin. C'est le cachet spécial que donne le gouvernement béninois à cette 22e édition de la Journée mondiale du réfugié. L'autre acte fort posé en faveur des personnes en situation de déplacement forcé est la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Intérieur et l'organisation internationale humanitaire Direct Aid. Chers compatriotes, nous avons trouvé accueil dans une terre de paix et d'amour qui est le Bénin. Et grâce à celui-ci, nous retrouvons peu à peu le goût à la vie et nous insérons progressivement. Monsieur et madame, nous voudrions profiter de cette tribune pour exprimer notre sincère remerciement au gouvernement et au peuple béninois tout entier pour leur hospitalité. Il est temps que nous nous engageons tout à intégrer les réfugiés dans nos communautés à tous les niveaux. Dans nos écoles, nos lieux de travail, nos systèmes de santé et au-delà, comme le fait le gouvernement kenyan, mais aussi le gouvernement béninois, afin que les réfugiés puissent retrouver l'espoir loin de chez eux. Le Bénin garantit la cohésion sociale aux 9 442 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés par les services compétents du ministère de l'Intérieur et aux milliers d'autres en attente de remplir cette formalité, comme le souhaite la communauté internationale à travers le thème de l'année intitulé « De l'espoir, loin de chez soi ». C'est donc ici, pour moi, le lieu de remercier le peuple et le gouvernement béninois qui accueille généreusement autour de 10 000 personnes faites de demandeurs d'asile et de réfugiés de différentes nationalités, mais d'origine africaine. Il faut noter que le Bénin est parmi les premiers pays africains à avoir adopté une loi progressiste en matière d'accueil des personnes en situation de déplacement forcé. Le Bénin est parfaitement en phase avec le thème retenu pour l'édition de 2023, dans la mesure où le président de la République, M. Patrice Talon, a promulgué le 20 décembre 2022 la loi numéro 2022-31 portant statut des réfugiés et des apatrides en République du Bénin, dotant ainsi pour la première fois le Bénin d'une loi qui protège les réfugiés et les apatrides. J'exhorte en effet toutes les couches sociales à mettre en œuvre cette loi pour accompagner les réfugiés, chacune dans son domaine de compétences, afin de réaliser de façon optimale leur inclusion socio-économique. Les réfugiés arrivent à s'approprier la culture béninoise. Ils s'illustrent aussi dans plusieurs secteurs d'activités économiques avec des réalisations
présentés à cette célébration. Parlons à présent de la séance d'échange entre la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Objectif, discuter de la contribution de l'expert comptable à l'effectivité du droit à la sécurité sociale. La dite rencontre a eu lieu ce mardi à Azalai Hotel. Clément Achade et Derung Pevi. C'est une rencontre de vérité entre deux acteurs clés de la sécurité sociale au Bénin. Il s'agit de la Caisse nationale de sécurité sociale et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Occasion pour les deux parties de se pencher sur la problématique actuelle de la sécurité sociale, notamment la contribution de l'expert comptable à l'effectivité du droit à la sécurité sociale. Dans l'accomplissement de cette mission de service public, la CNSS a jugé nécessaire d'aller à la rencontre d'un des acteurs clés du monde des entreprises, l'expert comptable, afin de se faire connaître davantage dans sa mission, dans ses activités et surtout d'obtenir votre concours, votre engagement à la promotion de la sécurité sociale dans notre pays. Cette première rencontre entre nos deux structures a lieu à un moment où la problématique de la sécurité sociale est devenue une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays. La séance d'échange a été pédagogique avec deux thèmes en discussion. Le premier sur les obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales, tandis que le second thème porte sur le contrôle de l'employeur. Grâce aux différents débats menés, les capacités des experts comptables sont renforcées et ils repartent aguerris sur la responsabilité de leur corporation. L'OECA Bénin se sent très honoré par votre démarche pédagogique, Monsieur le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, et se trouve dans l'obligation de pérenniser cette riche collaboration. Je profite de cette occasion pour vous réitérer encore une fois nos sincères gratitudes. Grâce à votre ingénieuse initiative, des milliers d'employés pourront bénéficier de leurs droits et je vous en suis reconnaissant. Une demi-journée de réflexion et déjà le sous-secteur de la sécurité sociale peut se nourrir d'espoir dans un contexte marqué par des réformes dans le monde du travail en République du Bénin. Voilà, on passe à un autre élément maintenant. La problématique de l'éducation et de l'employabilité des jeunes est au cœur d'une réunion des décideurs à Cotonou. Il s'agit de la réunion de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. La rencontre vise, Tanguy, à mettre la lumière sur le rôle des décideurs dans la production, l'évaluation et l'amélioration des calculs d'apprentissage. C'est un reportage signé Wahab Ali Opara. Les idées et les réflexions des décideurs et autres partenaires du monde de l'éducation se côtoient et se complètent depuis ce mardi matin ici à Cotonou. C'est en effet une nouvelle réunion de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Elle se penche sur l'évaluation des apprentissages dans la prise de décision pour la transformation de l'éducation. Et les participants sont appelés à identifier les enjeux pour définir un cadre commun d'action. Le PASEC permet à la Confémen de contribuer aux débats internationaux et nationaux pour une éducation de qualité pour tous. La présente rencontre, dont le thème est l'évaluation des apprentissages dans la prise de décision pour la transformation des systèmes éducatifs, identifier les enjeux pour définir un cadre commun d'action est à inscrire sur l'orbite de l'appréciation des dites évaluations à travers l'impact de leurs résultats sur la prise de décision pour le pilotage de nos systèmes éducatifs en cette période de préparation du 3e cycle d'évaluation groupée dénommé PASEC 2024, dont la collecte
définitive est prévue pour 2025. Ainsi, nos travaux permettront de répondre à un certain nombre de questions. Comment passer du diagnostic posé par les évaluations aux pistes de remédiation et instaurer les mécanismes adaptés pour traiter efficacement les difficultés et réussites mises en lumière ainsi que les facteurs qui y concourent. Comment ensuite mettre en œuvre des actions cohérentes basées sur les résultats d'évaluation pour pallier ces difficultés et renforcer les réussites en vue d'asseoir des politiques éducatives efficaces. Comment mesurer l'efficacité des dites politiques pour s'assurer que les mesures prises produisent effectivement les effets attendus et permettent d'éviter les effets pervers. Comment encourager le dialogue entre chercheurs, analystes et décideurs en amont et en aval des évaluations pour garantir à terme une utilisation efficiente des résultats. Les réponses qui seront apportées à ces questions permettront de mettre les résultats des évaluations au service des politiques éducatives en vue de garantir la qualité et l'employabilité des jeunes. Une aventure à laquelle les partenaires restent engagés et enthousiastes. La Direction du développement et de la coopération suisse est un partenaire de longue date de la Confémen et nous nous réjouissons de notre collaboration que nous jugeons saine, constructive. Nous soutenons cet événement parce que nous pensons, nous aussi, qu'une évaluation de performance en elle-même ne peut à elle seule améliorer un système si les actions correctives ne viennent pas par la suite compléter et mettre en œuvre cette évaluation. L'année 2030 constitue l'échéance pour l'atteinte de l'ODD 4 qui vise l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Les travaux en cours prennent fin jeudi prochain. Tanguy, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Et si vous avez envie de vous informer par la rédaction de Canal 3 Bénin, rendez-vous à 11h déjà pour le bulletin d'information et à 13h pour la première grande édition du journal télévisé sur Canal 3 Bénin. Florence Bossa, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Autre rendez-vous de l'actualité, mais cette fois-ci des sports, c'est déjà Sport Matin avec Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Encore quelques petites notes sur les feuilles, le temps justement de livrer les informations sportives. Ce matin, il y a 2 disciplines au menu. On va parler basket et on va parler football. Voici Sport Matin. Ali, dans le cadre de la préparation de l'African 2023 de la zone 3, les joueurs présélectionnés viennent de boucler une semaine de stage. Oh oui, Tanguy, ils ont été libérés afin de rejoindre leurs clubs respectifs pour la phase finale de la Youth League. Entendez bien entendu la Youth League Pro, bien entendu le championnat national de basketball de première division qui aura lieu, bien entendu, je dirais ce samedi 24 juin 2023 à l'Institut régional de santé publique comme là Alfred Kunom. Les basketteurs étaient donc regroupés au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour préparer cette compétition, la FOCAN bien entendu, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de la zone 3 qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 30 juin au 2 juillet 2023, précisément au Palais des Sports de Trècheville. Ce premier regroupement a permis au sélectionneur et son adjoint de travailler sur un nouveau projet de jeu de l'équipe nationale avec des exigences aussi bien physiques que mentales. Un accent particulier a été également mis sur le team building, vous comprenez bien entendu déjà l'expression anglaise qui veut dire le travail d'équipe, et puis le règlement de jeu. Par phase, voilà, les joueurs sont attendus le dimanche 25 juin 2023 pour la dernière phase du regroupement avant le départ pour la Côte d'Ivoire. La FOCAN de la zone 3 réunira les équipes du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Togo et de la Côte d'Ivoire, pays hôte. Bien entendu, la phase finale est prévue pour le 8 juillet prochain du côté de l'Angola, c'est-à-dire la phase continentale.
Allez, maintenant on change de discipline, on va parler football. Les dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2023 ont été disputées hier. Oui, avec assez de scores au programme, sauf lors de la rencontre entre l'Éthiopie et le Malawi. C'était voilà, dans le groupe D. Pour ce qui concerne la rencontre entre le Burundi qui était face à la Namibie, pardon, la rencontre s'est soldée par la victoire des Burundais, 3-2 à l'arrivée, 5 buts donc au cours de cette explication au niveau du groupe C. Et pour finir, au niveau du groupe I, il y avait donc la Mauritanie qui a pris le dessus sur le Soudan. C'était donc, je dirais, visible, bien entendu, au cours de cette rencontre, la suprématie de cette formation mauritanienne face au Soudan. On va faire un tour du côté de l'Europe pour parler également des éliminatoires. Il s'agit des éliminatoires de l'Euro 2024 qui se poursuivent, la 4e journée. Donc, on parlait de la victoire de la France hier, Tanguy. Oui. Donc, avant-hier, pardon. Hier, il y a eu donc assez de rencontres au programme au niveau du groupe A. La Norvège a pris le dessus sur l'équipe chypriote. 3-1 à l'arrivée. La Norvège, il faut savoir très bien, c'est l'équipe du phénomène norvégien dont on parle toujours, le nouveau cyborg du Manchester City. Il s'agit de Erling Haaland. L'Écosse a pris le dessus 2-0 face à la Géorgie. La Moldavie s'est imposée 3-2 face à la Pologne. Il y a entre autres victoire de l'Autriche 2-0 face à la Suède. Il y a également le match nul entre la Bulgarie et la Serbie, 1 but partout. Et pour finir, au niveau du groupe de la Polchie, l'Islande s'est incliné 1-0 face au Portugal. Le Luxembourg prend le dessus 2-1 face à la Bosnie, entre autres résultats à retenir, bien entendu, pour ces éliminatoires de l'Euro. Tanguy. On va parler de cette rencontre, on doit dire, épique hier entre le tenant du titre continental africain face au Brésil. C'était vraiment une guerre, doit-on dire, sur la pelouse hier. Oui, on a vu le Sénégal disputer son match de la 5e journée face au Guépard du Bénin ici, même où ils ont été tenus en échec sur le score de 5 buts, un but partout. Aliou Cissé qui a essayé de ménager ses cadeaux, certains de ces cadeaux pour cette explication. Ils étaient donc 3 jours plus tard du côté face au Brésil pour ces journées FIFA où donc le Sénégal s'est imposé largement, je dirais 4-2 à celui le sort de son adversaire en s'imposant sur le score de 4-2 avec un effort, je dirais, très remarquable de l'âme de cette formation, comme Aliou Cissé se plaît bien entendu à le dire. Sadio Mané qui a inscrit 2 buts et puis sur un centre de ce même joueur, du capitaine, à l'absence bien entendu de Koulibaly, il y a Marquinhos qui a scoré le 3e but contre son camp et a permis au Sénégal de prendre l'avance, alors que c'était même les Brésiliens qui ont ouvert le score à l'entame de cette explication. Le Brésil qui s'est incliné donc en amical face au Sénégal, 4-2 pour les Lions de la Teranga. L'Algérie était aussi en amical, entre autres, 1 but partout face à la Tunisie et puis la défaite de l'Allemagne, 2-0 face à la Colombie. On peut donc retenir tout simplement que Sadio Mané revient en force. Oui, j'avoue que j'ai été très impressionné par l'engagement physique des Sénégalais hier. On n'a pas eu l'impression que c'était le même engagement face aux écureuils face au Guépard du Bénin. Mais comme je l'ai dit, il n'y a que Aliou Cissé a ménagé son équipe, ses cadeaux face au Guépard. Et aussi, avant bien entendu cette rencontre, les analyses qu'on faisait étaient quand même s'assimilaient au fait que le Sénégal aurait beaucoup plus à gagner face à l'équipe brésilienne que face au Guépard, parce qu'ils n'avaient plus d'enjeu, ils étaient qualifiés et quels que soient les résultats des 2 dernières journées, aucune des équipes dans le groupe, elle ne pourrait les rattraper. Donc leur place de premier de ce groupe est déjà assurée. Donc il fallait véritablement se préparer parce que la formation en face c'était le Brésil. Oui, mais quand même il y a quand même une tradition aussi qu'il fallait conserver de toutes les rencontres. Il y a le rang de la FIFA qui compte pour ces rencontres-là, et il fallait conserver aussi sa notoriété de champion d'Afrique parce qu'on joue un match contre le Brésil. Il y a aussi, comme je le disais, cette tradition qu'il fallait conserver aussi. Toutes les rencontres avec le Bénin se sont soldées avec soit par un match nul, soit par une victoire. Les rencontres, on les a vues quand on a récapitulé. Donc, le Sénégal avait besoin aussi de maintenir la forme face au Guépard. Oui, maintenir la forme, en quelque sorte, permettre à ceux qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu de jouer, et c'est ce qu'ils ont fait.
justement, maintenant, de l'autre côté, comme je le disais, l'enjeu du côté de cette confrontation amicale était pour moi plus important que, face au Guépard. On dira que c'est pour les éliminatoires de la CAN, mais quand vous savez déjà que vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre panier pour aller au marché, je crois qu'il n'y a plus de soucis à se faire. Et c'est ce qu'on a vu justement. Il fallait également essayer de ne pas trop appuyer, parce qu'on a vu la deuxième mi-temps du Sénégal ici au stade de l'Amitié. Ce n'était pas en fait le vrai visage de l'équipe sénégalaise si on devait tenir compte des paramètres comme les atouts individuels de chaque joueur. Donc voilà, mais ils l'ont démontré hier face au Brésil et on a vu de quoi ils étaient capables. Je crois qu'avec cette performance face au Brésil, si c'était face au Guépard, Tanguy, n'en parlons pas. Absolument. Allez, Ali Moumouni, merci beaucoup d'avoir été par ici ce matin dans ce studio pour nous parler de l'actualité des sports. Mesdames et messieurs, si vous avez envie d'avoir d'autres actualités des sports, achetez Fraternité dans sa production de ce mercredi matin. Beaucoup d'autres sujets abordés par le quotidien. Il y a la 5e édition, par exemple, du FESMAC qui a démarré avec le retour de la plus grande compétition de Maracana. C'est à l'université d'Abomey-Calavi, vous qui aimez le sport, le football et surtout le Maracana. Ali Mouni, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai déjà en ligne Jocelyn Degbe, notre spécialiste économie maison. Eh bien, on va le recevoir pour la rubrique économie. En attendant, voici la transition. De retour sur ce plateau pour recevoir Jacques Degbe. Avec lui, nous allons évoquer les impacts de la hausse du prix de l'essence de contrebande sur la vie socio-économique et son coût. Notre spécialiste maison nous dira ce qu'il en est et quel est le lien qu'on peut établir entre ces deux faits. Jacques Degbe, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'avoir décroché mon appel. Allez, les jours passent vite. Ça fait déjà 3 semaines que le gouvernement du Nigeria a décidé de supprimer les subventions étatiques au secteur pétrolier dans le pays là-bas, ce qui a provoqué une réalité des prix insupportable et fait s'envoler le prix du litre, notamment aux abords des voies. 3 semaines, disais-je, et la peine des populations est plus accentuée que jamais, Jacques. Oui, Tanguy, c'est le moins que l'on puisse dire après la crise liée à la fermeture unilatérale des frontières par le Nigeria en 2019. Le Bénin a fait face depuis juin à une autre crise avec son voisin de l'Est, le Nigeria. Donc, il s'agit de la crise de l'essence de contrebande, le carburant Payor, comme on l'appelle, a doublé de prix, passant de 350 ou 400 à 700 ou 800 francs CFA, voire même plus selon les localités dans le pays. C'est la conséquence, vous l'avez dit, de cette décision de Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria, investi le 29 mai dernier, de supprimer les subventions accordées sur l'essence dans son pays. Il faut dire que les conséquences, les impacts de cette politique du géant de l'Est sont déjà perceptibles sur le terrain ici au Bénin. Un peu pour donner raison à ceux-là qui pensent que si le Nigeria tousse le Bénin sans rhume tout de suite, eh bien d'abord dans le secteur des transports, la hausse du prix de l'essence de contrebande s'est fait sentir, cache avec l'augmentation des tarifs pratiqués par les conducteurs de taxi-moto, les taxis interurbains et même les compagnies de transport, les bus. Donc, j'étais à Dassa la semaine dernière. Je peux vous confirmer, Tanguy, que les tarifs de transport ont flambé d'au moins 30%. Et il n'y a pas que dans le secteur des transports que la décision de Tinubu fait grincer des dents. Sur le marché des biens et services, il est observé là aussi une inflation en plus de celle déjà existante sur le terrain. C'est encore une charge de trop pour une population déjà sous le joug de la hausse du niveau général des prix et une morosité économique qui ne dit pas son nom. La situation impacte également le rendement des travailleurs qui ne s'attendaient pas à ce choc. On constate donc des retards au boulot, par exemple, parce qu'il n'y a pas de carburant ou bien on n'avait pas prévu beaucoup d'argent pour s'acheter de carburant. Donc voilà un peu quelques impacts qui s'observent déjà
sur toute l'étendue du territoire national. Alors Jacques, il est loin, hein, cette époque où on prenait le litre d'essence à 325 francs CFA ou 275 francs CFA. Aujourd'hui, on est au-delà, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 700 francs CFA, 800 francs CFA par endroit. Est-ce qu'on peut rêver un jour du retour à la normale, c'est-à-dire un litre d'essence à 250 francs CFA un jour? Oui, c'est toute la question. Mais vu la posture de Bola Tinubu, il y a de quoi être pessimiste, Tanguy. En effet, le président du Nigeria ne compte pas revenir sur sa décision. La subvention du prix du carburant est une politique qui date depuis 1970, depuis plus de 57 ans donc au Nigeria. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis ce temps ont essayé de lever cette mesure sur recommandation du FMI et de la Banque mondiale sans jamais parvenir à cette fin. Donc le président du Nigeria actuel est parvenu à lever cette mesure et il ne compte pas revenir en arrière. Cela voudra dire que nous devons désormais nous adapter. Il faut que les consommateurs béninois que nous sommes commençons déjà à nous adapter. Nous avons écouté le porte-parole du gouvernement la dernière fois, Wilfried Léandre Hongweji, qui disait que le Bénin envisage construire lui aussi sa propre raffinerie. On attend de voir ce que tout ceci va donner. Mais déjà, je crois qu'il faut aussi normaliser nos politiques avec le Nigeria, vous savez, sur le plan diplomatique, depuis quelques années maintenant, depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Les relations entre le Bénin et le Nigeria ne sont pas trop au beau fixe. Il faut peut-être à ce niveau revoir les choses, échanger véritablement avec les dirigeants actuels du Nigeria, la possibilité de corriger un peu cette situation. Bon ben, on espère en tout cas que les relations améliorées en tout cas du Bénin, entre le Bénin et le Nigeria, pourraient contribuer quelque peu à soulager les populations concernant justement ces difficultés qu'elles vivent depuis quelques semaines maintenant. D'ailleurs, Fraternité a ouvert une brèche ce matin déjà avec cet alliage de pensée et d'idées entre Talon et Dangote. Il y a des points de convergence qui pourraient déjà être des socles sur lesquels, je dois dire, les deux pays peuvent s'appuyer pour désormais revoir leur collaboration. Alors, Jocelyn Dibé, une dernière question rapidement. Le temps de vous laisser vaquer à vos occupations. Un député de la mouvance au Bénin pense en tout cas que c'est une opportunité. Ce prix de l'essence à 700 ou 800 francs CFA à la pompe, qu'en dites-vous en tant que spécialiste? Oui, c'est vrai que cette déclaration du député Akenatonde, président du groupe parlementaire Union progressiste, le renouveau à l'Assemblée nationale a fait un peu grincer les dents. Au moment où les populations souffrent le martyre, cette déclaration du parlementaire n'est pas trop bienvenue, mais un peu à l'analyse, lorsque vous voyez un peu, vous allez un peu au fond, je crois quand même qu'il a raison, parce que à une certaine période, on est resté sous nos lauriers, on n'a pas voulu faire bouger les lignes parce que le Nigeria a subventionné le prix du carburant. On en profitait ici en tant que pays voisin. À une certaine période, il faut se mettre au travail, c'est ce qu'il a dit. Cette décision va amener les Béninois à se remettre véritablement en cause, à travailler eux-mêmes au niveau de leur pays pour bouger les choses, pour que nous-mêmes, nous puissions peut-être un de ces quatre, comme le dit le porte-parole du gouvernement, avoir notre propre raffinerie, même si on ne sait pas où se trouve véritablement le pétrole, peut-être à ses mains, comme on l'a appris dans les cours au primaire. On attend de voir tout ce que ceci va donner, mais je crois quand même qu'il y a des brins de vérité dans ce que dit le parlementaire. En tout cas, on va espérer que nous retrouvions du pétrole en quantité pour subvenir à nos besoins et nous détacher peut-être du Nigeria. Ça pourrait avoir un effet de soulagement sur le prix du carburant à la pompe. C'est au-delà de 600 francs CFA et aux abords des routes, comme on en a déjà pris l'habitude, c'est au-delà de 700 francs CFA. C'est entre 750 et 800 francs CFA suivant les localités. Jacques Digbé, merci beaucoup pour votre analyse, vos avis ce matin sur Actu Matin. Vous étiez en direct de Parakou. Bonne journée à Parakou, Jacques. Bonne journée. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va souffler maintenant. Atuno, ni dona Joe, nous, temps, les nous,
Kosi, atilo ma penu ganga. On te sait engagé dans tes activités, c'est pourquoi chaque jour, partout au Bénin, on te donne les moyens de les mener à bien. Car pour nous, plus tu tiens à quelque chose, plus on le soutient. Près de toi, près pour toi. Ce que je ne comprends pas, c'est que malgré le fait qu'on ait fait opérer une réforme avec les poubelles un peu partout dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi, les gens continuent par jeter les ordures un peu partout, les sachets. Vous voyez en circulation, vous remarquez cela. Je pense que c'est l'incivisme total parce que les gens ne sont pas conscients au fait de ce qui se passe. Et donc quand on regarde aujourd'hui, il y a que le gouvernement doit vraiment renforcer la sécurité et autres. Maintenant, par rapport au comportement, je pense que ça dépend également de ce que les gens ont envie. Parce que les sachets plastiques ont une répercussion sur la santé. Acheter à manger dans les sachets, après tout, maintenant, la décomposition après. Il y a des sachets, ce n'est pas biodégradable et tout ça. Donc je pense que tout cela a de répercussions sur la santé déjà. Et donc je pense qu'il faut l'implication de tout le monde, des sensibilisations et autres pour vraiment amener les gens à changer de comportement. Ce que je ne comprends pas, c'est la proportion que nous avons chez nous ici, aller acheter par exemple de la nourriture dans les sachets plastiques d'abord, surtout la nourriture chaude. On sait que les sachets plastiques, c'est une matière qui peut par exemple créer des cancers. Donc cette proportion aller acheter de la nourriture dans les sachets plastiques, ce n'est déjà pas bon pour notre santé. Ensuite, les gens ont une manière d'utiliser le dehors. Ils font ce qu'ils font dehors, ils ne feraient pas ça chez eux à la maison. Par exemple, chez toi à la maison, tu ne vas pas te mettre à acheter du sachet plastique comme tu veux. Tu vas aller chercher forcément une poubelle et le mettre dedans. Mais quand dehors ils achètent quoi que ce soit et que c'est dans le sachet, quand ils finissent d'utiliser le contenu, ils jettent les sachets plastiques n'importe où. Ça contribue à polluer l'environnement, à polluer les eaux et ceci contribue à aggraver notre état de santé. Ce que moi je ne comprends pas, c'est lorsqu'on achète des repas dans des sachets plastiques, ça endommage notre santé. Et il y a eu des efforts pour passer à ce biodégradable, mais moi je constate qu'on continue avec cette pratique. Ce que je ne comprends pas, les sachets plastiques, ça pollue l'environnement et les gens jettent des sachets où ils veulent. Bon, et cela, ça crée des maladies pour l'homme. Et aussi, l'État doit sensibiliser cela. L'État doit prendre des solutions pour éviter cela. Ce que je ne comprends pas, bon, les sachets plastiques, moi je trouve que ce n'est pas du tout bon. Et nous sommes conscients parce que les sachets noirs d'abord, c'est fait à base de déchets de goudron.
Et moi, quand je vois les gens payer le manger dans le sachet, moi, ça me fait mal. Et moi, chaque jour que Dieu fait, moi, je combats ça. Parce que quand je vais acheter et que je dois emporter, s'il n'y a pas de plats jetables à emporter, donc il faut te vendre dans un sachet. Donc, si c'est le sachet noir, moi, je n'achète pas. Parce que je connais les conséquences. Les sachets qu'on jette au bord de la voie, sur la voie, un peu partout, moi je vois que ce n'est pas bon. Et je vais dire pratiquement au Bénin ici que ça se passe. Dans les autres pays, vraiment c'est un peu respecté parce que tu jettes toi-même, tu sais que tu vas ramasser. Parce que ça pollue, ça salit la ville. De retour sur ce plateau, vous aviez suivi à l'instant même ce que je ne comprends pas, plusieurs sujets évoqués par les téléspectateurs rencontrés par Franck Aounou, qui est d'ailleurs sur ce plateau pour l'instant des débats. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. En compagnie des autres acteurs de cette rubrique, William Cliquant, bonjour. Bonjour, Tanguy. Eric Ekwe-Gaba, bonjour. Bonjour, Tanguy. Eric Guédénon, bonjour. Bonjour, Tanguy. On aura deux sujets. Le premier, cela trait à la vie politique nationale. Il y a deux barons de la scène politique nationale qui se sont vus récemment. On peut se demander de quoi est-ce que ça retourne cette rencontre-là. Et puis on va évoquer aussi la situation de la hausse des prix des croyants aux abords des voies. On a commencé à en parler avec Jacques Degbé tout à l'heure à l'étape économie. On l'évoquera tout à l'heure. Commençons déjà par le premier sujet. Alors, il a disparu des radars depuis la législative dernière, où Joseph Diabono est arrivé, ma foi, difficilement à décrocher son poste de député. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau a refait surface quelque part à côté du président, du récemment président du bloc républicain. Est-ce qu'on doit être surpris par cette cohabitation quand on a vu ce que les deux partis ont pu se livrer comme bataille, comme guerre par le passé, que ce soit aux législatives de 2023 ou celles de 2019 ou au communal de 2020, ça a été vraiment épique et vraiment dangereux. Alors, qui prend la parole? On va faire tenir têta. Bon, Franck, c'est moi qui décide. Je suis souvent sur moi. Ah oui, je pense que ça ne devrait pas... ça ne devrait pas donner lieu à des débats outre mesure, de voir deux hommes politiques, deux responsables politiques ou deux responsables de partis politiques s'entretenir. Parce qu'au-delà de la politique, eh bien, les partis politiques peuvent se voir et se prononcer sur des sujets qui ont trait à la vie quotidienne des populations. C'est ce qui devrait être même. Mais comme vous l'avez dit, nous avons vu deux partis qui se réclament tous en tout cas soutenant les actions du chef de l'État, mais qui se livrent une guerre sur le terrain, impitoyable sur le terrain. Vous écoutez des déclarations, vous écoutez les stratégies qu'ils mettent en place, l'un passe, l'autre repasse tout de suite pour gâter tout ce qui a été fait, ainsi de suite. Lorsqu'on les revoit ensemble, on se pose des questions justement. Et lorsque j'ai lu un peu dans la presse les spéculations faites par les confrères, parce qu'on n'a pas invité forcément la presse à suivre les discussions. Et donc, les spéculations qui ont été faites, c'est qu'on a réglé les différends. Ça veut dire qu'il y avait des différends qui existaient. On a réglé des différends pour désormais se donner la main. Mais j'attends de voir la suite. Mais pour l'image, l'image qu'on a présentée, le BR à côté de l'UPR et Joseph Diabono à côté de Biotchane, ce n'est pas une mauvaise image. William? Pas une mauvaise image, je suis d'accord, mais quand je vois deux partis de la majorité présidentielle, je ne vais pas dire contraints, mais amenés
à discuter, c'est vraiment qu'il y avait de quoi discuter en réalité. Mais j'ai toujours trouvé d'abord que ces partis que nous avons qualifiés à raison de siamois, parce qu'ils soutiennent le même chef d'État, j'ai toujours trouvé leur cohabitation un peu dangereuse, même si c'est des noms qui ne sont pas nouveaux dans l'histoire politique du Bénin. Avant la conférence nationale, l'Union progressiste a existé. C'était même un des premiers partis politiques, sinon le premier parti politique de l'histoire politique du Bénin. Le Bloc républicain a également existé dans l'histoire politique du Bénin avant la conférence nationale. Vous voyez, le progressisme en politique, c'est la gauche. Okay? Les républicains sont de la droite. J'ai toujours pas compris comment un seul chef d'État est soutenu par deux courants idéologiques politiques différents. Peut-être parce qu'il a une politique qui va dans les deux sens, peut-être. Qui a les deux jambes, l'une dans la droite, c'est-à-dire dans la social-démocratie, et l'autre dans le capitalisme pur et dur. Mais pour dire qu'en réalité, la façon dont ces partis politiques ont été constitués déjà posait problème. Et leur fonctionnement jusque-là, sans démocratie à l'interne, des statuts qui ne sont pas forcément exécutés. Qui vous dit qu'il n'y a pas de démocratie à l'interne? Ils n'ont jamais fait le congrès pour élire un président. Changer quand même de tête. Changer de tête par quel mécanisme? Est allé à une consultation qui a investi désormais Biotchane. Combien de personnes ont fait la consultation et comment est-ce que c'est devenu? Souvenez-vous des remous. Tanguy, souvenez-vous des remous qui ont amené à ce changement de statut et de disposition à la tête des instances. Est-ce que vous êtes surpris qu'ils se concertent? Je ne suis pas surpris qu'ils se concertent, mais j'ai toujours trouvé qu'ils auraient beaucoup plus de désaccords que de points d'entente, et donc c'est normal qu'ils puissent discuter, encore que tous deux, ils viennent d'une tournée au PCC, au Parti communiste chinois en fin et début juin, pour dire qu'on a commencé par les voir ensemble. Ils nous ont dit que c'est pour parler des communes qui sont à mi-mandat, mais moi je vois plutôt un agenda à mi-mandat. On va examiner en fond tout à l'heure comment est-ce que ça s'arrange. Oui, Eric, surpris ou pas? Non, du tout pas. Bon, la surprise aurait été qu'un parti, un leader de parti de la mouvance échange avec un leader de parti d'opposition. Alors nous avons en face de nous deux partis politiques qui accompagnent les actions de chefs de l'État. Ils se connaissent, ils se côtoient et tout ça. Je pense aussi que quand on a fini la bataille électorale sur le terrain, comme l'a relevé Franck, on s'est un peu accroché sur l'espace politique. Après, on a mis tout ça de côté et puis on pense à autre chose. Je pense qu'il y a 2026... Est-ce qu'on a vraiment mis ça de côté quand on voit un peu la guerre à laquelle ils se livrent au Parlement? Eux-mêmes, acteurs politiques, ils savent qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de s'entendre sur certains points. Et le jeu politique voudrait vraiment qu'il n'y ait pas trop de concessions. Chacun lutte pour sa chapelle. Mais cela n'exclut pas que pour des rapports de bon voisinage, qu'on puisse, entre leaders, se rencontrer puis échanger. Alors, ce que j'ai pu remarquer dans le communiqué qui a été rendu public, ils ont échangé sur la vie des communes. Nous avons deux partis politiques qui contrôlent justement la majorité des communes, cela les intéresse, mais je pense que quand deux leaders politiques se rencontrent, il y a forcément un autre aspect qu'on ne dévoile pas. J'allais dire, quelle est l'actualité qui oblige à se concerter, l'actualité au niveau des communes, qui oblige à se concerter aujourd'hui au sommet des partis? Vous savez, c'est assez intéressant de voir Joseph Dogbenou et Abdoulaye Biotchane ensemble, parce que ce sont deux partis qui se disent de la majorité présidentielle, qui a priori soutiennent tous les activités du président de la République, mais qui sur le terrain se donnent à un combat acharné et sans merci. Et vous savez, la politique, c'est l'arène dans laquelle... tous les jeux se font et se défendent. Et enfin, on ne devrait pas être étonné de voir aujourd'hui Abdoulaye Biotchane et Dogbenou ensemble, tout simplement parce que, vous savez, quand les intérêts vont de pair, il faut savoir faire également des conciliations. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus les élections communales, les élections législatives. On sait que l'enjeu, c'est beaucoup plus 2026. 2026 s'approche à grands pas. Et ces deux partis de l'opposition de la mouvance, ont vu un peu le jeu de l'opposition pour les dernières élections. On a constaté, parce que, vous l'avez bien dit tout à l'heure, Fifame Dogbenou a eu des difficultés pour se faire élire dans son propre centre de vote. Déjà, vous avez constaté que entre le BR et l'UPR, il y a un combat acharné. L'opposition est rentrée dans le jeu. Et vous avez vu un peu les résultats du Parti Les Démocrates. Ce qui veut dire que
la mouvance a aujourd'hui, la majorité présidentielle a aujourd'hui intérêt à travailler ensemble. Et travailler ensemble, moi je vois aujourd'hui deux blocs, deux partis plutôt, qui veulent se mettre ensemble, mais est-ce qu'ils répondent aux mêmes idéaux? Parce qu'il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte. C'est que la question des idéaux peut se poser. Oui, ça peut se poser tout simplement parce que nous savons très bien qu'à la veille des élections, que ce soit pour les législatives ou que ce soit pour les communales, on a vu des départs des deux partis. Il y en a qui ont quitté l'UPR pour l'UBR, il y en a qui ont quitté l'UBR pour l'UPR. Oui, tout simplement parce qu'ils se sont plus retrouvés en conviction avec le parti maire. Et maintenant, les voilà qui se retrouvent maintenant encore en synchronisation. Est-ce que cette synchronisation sera vraiment franche et sincère? C'est la question que nous allons nous poser. Justement, sur la question de qu'est-ce qui fait autant l'actualité dans nos communes pour nécessiter la rencontre au sommet des partis. Moi, mais je ne vois pas véritablement la chose. Alors, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est tellement qu'entre-temps, M. Diogbenou, qu'on n'a plus vu véritablement, voilà, pour faire son retour, il fallait mettre ça dans un agenda un peu classique. On l'a vu, peut-être qu'après, on aura encore d'autres rencontres où on le verra, où on veut aborder certainement un agenda politique, et puis on a mis ça sous couvert. On a mis ça sous couvert. Justement. Et penser à 2026, déjà maintenant, que nous sommes en 2023, et surtout que ce sont deux partis concurrents, au-delà de tout, parce que l'homme dont ils soutiennent les actions partira en 2026, donc ils n'auront plus d'opinion ou de choses à partager. Absolument, il faut s'accorder justement sur ce qu'il faut faire. Parce que moi, je m'étonne déjà de ce que... C'est quoi, ils veulent confirmer qu'ils sont Moi, je m'étonne déjà de ce que, à 3 ans, par exemple, au niveau de ces deux formations politiques, il n'y a pas des primaires, par exemple, le pouvoir. Pour 2026, vers qui allons-nous tourner à l'intérieur de nos partis, qui nous pouvons accompagner? Franck, alors moi, je voudrais dire qu'il y a plus de face que d'objectivité dans ce qui se fait. Ça, c'est mon opinion personnelle et ça n'engage que moi. Oui, mais tout ce que vous émettez depuis, c'était personnel. Oui. Écoutez, moi, je pense que ma crainte même, c'est que, puisque au niveau des deux partis, ça crie à la mauvaise gouvernance, au mauvais management des ressources humaines. Lorsque vous avez vu la dernière bourde de Rachidi Gbadabassi qui a réclamé la tête de C'est une bourde, selon vous? Ils en avaient un peu trop, à mon avis, selon les déclarations maintenant qu'il faut changer les choses. Et puis, on a appris qu'il n'était pas le seul à le dire. Il y avait des voix basses qui le disaient. Mais lui, il a eu le courage de sortir ce qui se disait tout bas. Alors, lorsque vous voyez ça, et au niveau de l'UPR également, j'ai suivi une émission de Pifan Kenom, qui est un membre influent de l'UPR, qui a déploré le fait que le parti l'UPR est mal géré. Pendant qu'on est en train de reprocher aux responsables une malgouvernance, un mauvais management des ressources humaines, les deux se voient pour discuter, le cercle des responsables se voit pour discuter. N'est-ce pas un moyen pour légitimer un peu ce qui se fait des deux côtés pour dire, écoutez, maintenant le cap ainsi et davantage l'association de deux hommes davantage ça pourrait créer des problèmes en interne. La solidarité dans la difficulté. Bon, la solidarité dans la difficulté peut-être, mais même si moi je trouve que le point de convergence, le point d'intersection entre ces deux partis uniques que je connaisse, c'est Patrice Talon. Parce que idéologiquement, dans la pratique, je ne les vois proches en rien. Vous savez, on a beau avoir une constitution qui exclut le régionalisme, l'ethnocentrisme et tout, mais dans l'opinion aujourd'hui, on veut faire des clivages d'un parti à l'autre quand on est du camp de la mouvance présidentielle. On a beau tout dire, mais aujourd'hui, les gens du bloc républicain, l'un des remous qui soulève le plus à la gestion d'Abdoulaye Biachane, c'est que les cadres de l'Union progressiste, le renouveau, sont beaucoup plus promus. Le président Patrice Talon n'a appartient à aucun parti politique, mais sa vice-présidente est Union progressiste. Au Parlement, on a un président de l'Assemblée nationale qui est Union progressiste. Ils ont 53 députés, eux 28, ça c'est au sortir des urnes. Et également dans les nominations, ils vont vous dire qu'ils déplorent. Donc quelque part, il y a une fille qui se sent aînée et l'autre cadette. Donc il y a de quoi discuter sur ce genre de sujet. Et quand vous parlez de l'agenda 2026, moi je pense que c'est même le véritable agenda. Parce que constitutionnellement, Patrice Talon, de sa vie, est en train de faire son second mandat et ne pourra pas en faire un troisième. Oui, mais chacun se sauve. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'aller se voir? On ne se sauve pas de cette façon quand on est de la même majorité présidentielle. Souvenez-vous, le Bénin n'est pas le premier État dans lequel plusieurs partis, peut-être plusieurs partis se créent pour le même chef d'État, mais plusieurs partis soutiennent l'action du chef de l'État. Mais à la veille des joutes électorales, on s'entend pour y aller d'une même voie. C'est peut-être la méthode. Oui.
Vous savez, vous avez bien fait de poser la question de savoir quel est l'enjeu pour 2026. Nous allons consulter un peu l'histoire du pays. Vous avez vu, entre-temps, l'UBF, juste après le départ du général Mathieu Kérékou, comment est-ce que l'UBF a explosé. Nous avons vu la FCBE, juste après le départ de Yaïbouni, comment c'est devenu un parti avec beaucoup de décadence. C'est pour vous dire que quand un parti se consolide autour d'un chef d'État, après son départ, très souvent, il y a des dissensions. Et ces dissensions, c'est justement ces dissensions-là qui seraient peut-être déjà à la base des conciliables, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si l'UPR aujourd'hui doit se sentir conforté, ce serait peut-être avec l'UBR. Et aujourd'hui, regardez un peu la configuration au Parlement. 56, 28, 28. Si aujourd'hui, le BR n'est pas en conformité, n'est pas en odeur de sainteté avec l'UPR au Parlement, vous voyez déjà un peu comment ça va se passer. L'image... Il ne faut pas sous-estimer la force de l'opposition aujourd'hui. Parce que le problème, c'est encore là le véritable problème. L'opposition gagnerait à se consolider. Nous avons le MPL qui se réclame de l'opposition, nous avons la FCB qui se réclame de l'opposition, nous avons les démocrates qui se réclament de l'opposition. Ils gagneraient justement à se mettre ensemble, un peu comme les partis de la mouvance sont en train de le faire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, qui a plus intérêt à ce que ce soit que la majorité présidentielle soit ensemble? C'est l'UPR. C'est l'UPR justement. Et justement parce que l'UPR a besoin du BR. Et comme vous voyez bien la gestion, qui vous dit que le BR n'a pas besoin de l'UPR? Non, le BR a besoin aussi de l'UPR. Mais attention, vous savez, le faiseur de roi, c'est lui qui fait le roi et c'est lui qui a la force de frappe. Si déjà tu te positionnes dans la position de celui qui veut être roi, c'est que c'est toi qui as besoin du faiseur du roi. Et c'est ça justement. Du Bénin, ce que j'ai envie de dire rapidement, c'est que cette histoire nous rappelle que les partis politiques n'ont jamais donné de dirigeants au Bénin depuis le renouveau démocratique. D'ailleurs, la réforme partisan doit accoucher de ce que si ces hommes-là bien bâtis dirigent de si grands partis, qu'ils puissent quand même promouvoir la succession après Patrice Talon. Bon, Eric, c'est peut-être justement pour finir avec ce cycle que les deux leaders se sont vus. C'est tellement pour nous désigner un candidat commun. Parce qu'on dit souvent que toutes les élections ne se ressemblent pas. Enfin, ce que nous avons observé en période électorale pour ce qui est des législatives peut ne pas être forcément le cas pour les élections générales qui viennent. Et donc ici, les deux partis, je n'ai pas envie de dire en obligation, mais ont la logique. Vous pensez vraiment qu'ils vont y arriver? On la logique de se mobiliser autour d'un candidat de la mouvance, comme ce fut le cas en 2021. Et donc, ici, je ne vois pas. Ils sont dans la même bataille. Ils sont dans le même plat. Parce qu'il leur faut désigner. Il leur faut combat pour l'instant. Parce qu'il leur faut trouver un candidat. Il se peut qu'il ne soit plus dans le même combat. C'est ça, parce que le chef de l'État. Le chef d'État part. Mais il reste chef de la mouvance. Et il a plus la responsabilité de trouver un successeur que également au niveau des partis politiques. On n'a pas le passé au chef d'État qui a désigné ce successeur, mais qui n'a pas. Mais ça aussi n'a pas été suivi. Quand j'entends pas forcément, c'est trop facile. Patrice Talon ne va pas rester silencieux sur après Talon. Il ne va pas rester silencieux. C'est même un agenda que lui-même va conduire véritablement. Et peut-être même solliciter la mobilisation des partis, n'est-ce pas, pour jouer un rôle. Parce que ce que je ne vois pas venir, c'est qu'on me dise qu'au niveau de l'UP, on a un candidat. Au niveau du BR, on a un autre candidat. C'est bien possible. Ah, moi j'attends de voir. C'est un schéma qui est bien possible. Nous sommes en politique. Et ces partis aujourd'hui ont le nombre de députés, le nombre de maires qu'il faut pour parrainer autant de candidats qu'ils en voudront. Et s'ils veulent se désolidariser de Patrice Talon, pour qui ils sont aujourd'hui le soutien et qui est le point d'intercession entre eux, un intérêt aussi majeur pourrait les désolidariser. Et je pense que c'est pour prévenir ces différends-là qu'ils sont en train de se concerter actuellement. Quel effet ça peut avoir sur les militants, cette image? Moi, je pense que ça peut taire un peu les guéguerres. Abdoulaye Biotchane, je crois, a passé le cap des 70 ans, donc n'est plus éligible en tant que chef d'État. Ça pourrait faire voir peut-être à Joseph Diogbenou et à ceux qui le voudraient le voir succéder à Patrice Talon des horizons roses, voir un avenir, peut-être radio ou un autre avantage de cette union, c'est qu'ils feront bloc face à l'opposition. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand deux partis de la mouvance, de la majorité présidentielle se font la guerre, c'est l'opposition qui en profite justement. Et aujourd'hui, regardez Paracou, regardez vous raisonnez comme si au sein de l'UPR ou du BR qu'il n'y a aucune
dissension, qu'il n'y a aucun problème. C'est quand on est solidaire, non, juste à son propre niveau, tout de suite, on peut se coaliser avec quelqu'un d'autre. Non, tout de suite, ne pouvons pas parler de la présence de l'organisation. Tous ceux qui ont entre-temps contesté l'autorité de Dabla Tchane, ou qui ont contesté, ou qui sont en train de contester l'autorité de Joseph Diogbenou, mais c'est là, comment est-ce qu'ils se voient? Non, mais c'est partout, parce que même dans l'opposition aussi, il y a des problèmes internes, il y a des guerres internes. Dans le MPL, il y a des problèmes internes. FCB, pareil. C'est Chess qui s'envole. Très rapidement, pour les partis de la majorité, je crois que tant que Patrice Talon sera là, qu'il y ait guerre interne ou pas, les gens se plieront parce qu'ils font allégeance au maître. C'est clair. Oui, vous êtes sûr que la fidélité sera comme ça, intacte jusqu'à la fin de 2026? Ça, j'en sais rien. Il faut poser la question. Allez, il y a aussi une idée. N'oublions pas qu'il y a une idée que Patrice Talon reste toujours le chef de la mouvance. Et donc, il y a ce droit qui lui revient d'avoir un regard, bien entendu, sur ce qui se passe au niveau de ces partis politiques. Le regard, mais pas le contrôle tout le temps. Je n'ai pas parlé de contrôle. Oui, le regard, d'accord, mais pas le contrôle. Allez, une dernière question, rapidement, le temps de boucler cette affaire. Est-ce que c'est possible que les deux partis se fusionnent? Moi, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, non, c'est pas évident. Et même lorsqu'on évoque la question de les deux partis soutenir un candidat en 2026, je ne vois pas venir du tout. Ce ne serait même pas une bonne stratégie politique pour les partis parce que la stratégie qui les avantagerait, c'est d'avoir chacun candidat et qui peut-être, si on en vient à un second tour, que les deux se cumulent, ça permettra de piocher des voix de chaque côté. Mais tel que les partis sont constitués aujourd'hui, les fusionner, ça va être un véritable panier à crabe et ça va être très difficile à gérer. D'abord aujourd'hui, tel qu'il y a scission, c'est compliqué de gérer les cadres du parti en interne. Imaginez-vous si on met les cadres de l'UP et du BR, il y en a qui ne se digèrent pas et qui ont choisi chacun son côté. Et donc, quand on vient de les mettre encore ensemble, ça va créer plus de problèmes que nous en avons aujourd'hui. Et lorsque nous allons approcher même la date, enfin, les dates des élections générales, c'est que vous allez voir beaucoup de problèmes au sein des partis. Je me demande si Patrice Talon aura la poigne nécessaire pour gérer ces dissensions. Il y aura également des problèmes de positionnement. Je ne suis pas pour tel candidat, je ne suis pas pour tel autre. Et donc, pour la stratégie que nous observons, la méthode de gestion que nous observons, si on doit toujours imposer des trucs, si on ne doit pas donner la parole aux dirigeants, enfin au cadre du parti, ça va exploser un jour, comme l'avons observé un peu rapidement à la veille du départ de Kennedy. Qui pour moi est essentiel que nous avons en face de nous des leaders qui sont un peu contestés au niveau de leur parti politique. Au niveau de l'UPR, j'ai entendu l'ancien député Epiphane Kenom crier sa frustration sur le fait que, voilà, au niveau de l'UPR, il y a tellement de problèmes. Il a fait savoir. Nous savons également qu'au niveau du BR, ce qui se passe. Donc, cette rencontre, c'est peut-être pour dire, bon, écoute, nous sommes forts, nous sommes toujours là. Un message à l'endroit de ces poches de contestation. Ben, écoutez, vous allez en souffrir, mais nous sommes là. Moi, je pense que s'ils veulent d'une succession politique à Patrice Talon, pour brandir la réussite de la réforme du système partisan dont ils sont les auteurs, ils seront obligés de s'unir. Parce que de fusionner. De fusionner. Parce que je sais que tous les partis ensemble aujourd'hui qui ont créé ces deux grands blocs-là n'ont pas toujours voulu avant d'être là où, je ne dis pas qu'on les a pris par la main, mais pour dire que... On a une partie du PSD et du PRD, par exemple, qui se retrouvent dans le PR. Absolument. Ces deux partis qui sont combattus pratiquement à mort. Tout le temps. Et il y en a qui ont quitté ces anciens partis qui se retrouvent aussi au niveau du bloc républicain aujourd'hui. Pour dire que s'ils veulent vraiment une grande figure politique pour venir à la succession de Patrice Talon, je vais voir fusionner. Mais si... Entre-temps, cela leur échappait, le contrôle de la succession leur échappait, que Patrice Talon avait le monopole du choix de son dauphin. Je trouve qu'ils vont demeurer des blocs siamois, ils vont conquérir leurs électorats et les maintenir tels quels pour pouvoir soutenir le dauphin. On va finir. Vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose. Est-ce qu'ils vont fusionner? Non, la politique, c'est l'arène dans laquelle tous les jeux se font sur des efforts. La fusion, c'est possible, mais moi, je ne vois pas trop la fusion. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux partis qui ont deux idéaux politiques assez distincts. Et l'autre aspect... Vous pensez que la question d'idéologie va accrocher ces gens au point de... Attendez, laissez-moi terminer. Moi, je vois plutôt venir un conseil conciliabule dans lequel le poste de candidat sera donné peut-être à un parti et qui
dans les conciliabules, va accepter que son vice-président soit de l'autre parti. Moi, c'est le schéma que moi je suis en train de voir venir. Donc pour l'instant, je ne se planche pas trop pour la fusion. À part les connus, aujourd'hui, nous sommes déjà dans ce cas. On va laisser les hommes politiques les connus, c'est négocier qu'on ne sait pas quel parti politique revendique le chef de l'État. Sinon, la VP, on la connaît déjà. On va laisser les politiques négocier leurs affaires, on va s'occuper des nôtres. Les nôtres, c'est vraiment la vie qui devient dure au dehors, là. C'est nous qui mandatons les politiques, donc il y a de quoi s'y intéresser. Et c'est leur politique de gouvernance qui conditionne ce que... Pour l'instant, le plus urgent, William, c'est quand même de voir comment est-ce qu'on mange à midi ou à 10h tout à l'heure, non? Parlons d'abord de ce matin. Je suis d'accord. Parlons d'abord pour tout à l'heure. Parlons pour tout à l'heure. Allez, la hausse du prix du paillon est une opportunité vraiment là. Quelqu'un l'a dit quelque part à Porto-Novo, ça n'a pas beaucoup plu aux populations, Franck. Vous lui avez demandé opportunité pour qui et comment... Ah ça bon, j'ai pas vraiment eu le temps. Il lui fallu qu'il nous dise un peu l'opportunité que ça représente pour le Bénin. Ce que je sais, c'est que beaucoup de citoyens vont à la pompe maintenant. On va à la station, on s'aligne derrière nous là et on va prendre l'essence à la pompe. On fait les rangs et on va à la pompe. Parfois, vous venez, on vous dit, il n'y a pas l'essence et on continue. On commence par regarder le tableau tout au long du trajet pour voir s'il n'y aura pas rupture à un niveau donné. Disons que l'opportunité qu'on peut y voir, c'est davantage organiser le secteur de la distribution de l'essence. On parle de l'essence sans plomb. Moi, j'ai toujours vu une certaine ça ne m'a pas paru toujours bizarre que nous ayons le grand voisin de l'Est qui dispose de l'essence et que les pays africains ne s'unissent pas pour créer une bonne raffinerie pour nous sortir de l'essence sans plomb. Mais désormais, le problème est réglé. Ils ont une raffinerie. Oui, donc... Et parole du porte-parole du gouvernement béninois. Nous aurons aussi notre raffinerie bientôt, Ulrich. Oui, il vaut mieux aller dans ce sens. Attendons cette raffinerie parce que je ne veux pas opiner là-dessus pour l'instant. L'essentiel tout de suite, c'est de reconnaître une chose. Depuis que le prix a grimpé au niveau de la contrebande, communément appelée Kpayor, on a constaté que les Béninois sont devenus bons élèves. Ils vont facilement vers la pompe. Mais le problème, c'est que au niveau de la distribution, ce n'est pas encore très fluide. En quoi est-ce que ça peut être une opportunité? Non, c'est une opportunité en ce sens que vous savez que très souvent, on dit qu'il faut créer des stations-service et tout ça pour pouvoir alimenter le pays, mais ce sont des entrepreneurs, ce sont des promoteurs de sociétés qui payent des redevances à l'État. Et en les payant, il faut aussi, ce sont des commerçants après tout, il faut aussi qu'ils fassent leurs enchères. Et l'autre aspect, c'est que nous gagnerons à mettre de l'argent là où le fisc pourra faire les dividendes pour que les retombées reviennent encore à la population. Mais quand ça va dans le Kpayor, est-ce que vous êtes sûr qu'on suit réellement le flux de l'argent? Non, c'est pas possible. Mais c'est la part des Béninois. Non, de toutes les façons, ça va au Nigeria, on connaît ça. On n'a pas besoin de tourner par 4 chemins pour savoir comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on permet à des Béninois, à des entrepreneurs, que ce soit Béninois ou étrangers, on permet à la pompe de fonctionner, de payer les redevances de l'État, et en même temps, nous connaissons le prix depuis très longtemps. Aujourd'hui, il faut que les Béninois aillent vraiment à la pompe. Seulement, le bémol ici, c'est de demander, parce que même le prix à la pompe, il est subventionné. Il faut qu'aujourd'hui, que le gouvernement nous accompagne dans ce sens-là, parce que nous ne le réveillons pas, mais nous attirons son attention là-dessus, parce que la population souffre déjà assez. Il ne faudrait pas qu'en allant à la pompe, que du jour au lendemain, nous soyons surpris de constater que le prix à la pompe aussi a la perche que tend Ulrich. Vous voyez, si on se voile la face et qu'on ne se regarde pas droit dans la glace, on risque de la recevoir comme une bombe en plein visage. Vous voyez, si à cette allure, les hydrocarbures pas transit normal sont subventionnés et que l'opportunité pour nous, c'est de faire des emplois maintenant formels, de donner des dividendes fiscaux formels au fisc pour que le Kpayor n'échappe plus au transit fiscal, mais écoutez, à côté, c'est qu'on a les moyens de notre politique pour résister à la subvention. Parce que imaginez que le coût passe à 750, à 800 à la pompe. Alors que dites-vous, ça va aller au-delà. Hein, parce que si on était déjà autour de quoi 350, 400 francs CFA, oui, et que ça va à 600, 800 francs CFA, si on est à 650, dis donc, on est au-delà du 1000. Hein. Vous voyez, donc là, je trouve que c'est tout le paradoxe. Et moi, je pense que c'est moins d'opportunités actuellement, à moins que nous fassions assez d'investissements dans le secteur des hydrocarbures. L'opportunité, j'ai envie d'avoir en face des arguments. Je ne vois personne évoquer la question
des énergies renouvelables. C'est quand même curieux. Hein? Il faut quand même songer à cela pour un peu laisser se reposer notre l'électricité. Vous savez que même dans la mobilité urbaine, même pour l'électricité actuellement, vous savez que les petites coupures sont revenues récemment. Elles sont reparties actuellement. On ne sait pas. C'est le prochain retour. Est-ce que vous avez vu déjà une stabilité assez rassurante sur la fourniture continue? Je ne parle pas de la disponibilité. La fourniture continue du service électrique. Et aujourd'hui, quelle électricité consommons-nous? Celle du carbone ou de l'énergie propre? Posons-nous les questions écologiques. On va changer de sujet. Ah non, on a même épuisé les sujets aujourd'hui, les gars. Je dois vous libérer. C'est une bonne chose. Ah tiens, il y a une innovation qu'on doit affecter désormais à la rubrique Ce que je ne comprends pas. Franck, vous êtes là. Dites-nous de quoi ça va retourner prochainement. Oui, alors nous avons... des téléspectateurs qui nous ont joints, des amis qui nous ont appelés pour dire mais nous sommes à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut nous dire ce que nous ne comprenons pas dans notre pays? Nous avons un droit de regard également dans tout ce qui se passe. Et la formule trouvée pour le moment, je veux bien compter sur le sens de responsabilité des citoyens qui le veulent, c'est de nous envoyer de petites vidéos dans lesquelles... à vous de censurer s'ils ne sont pas gentils dans leurs interventions. Oui, ça va être censuré, mais il faut qu'ils fassent également preuve de responsabilité en disant les trucs avec les mots justes, en sachant choisir les mots. C'est très important parce que ce n'est pas bien aussi que vous envoyez des vidéos que vous ne retrouvez pas dans la rubrique. C'est comme si on va vous tasser après de tous les noms. J'ai dit ici, ils n'ont pas passé. Donc, qu'ils fassent preuve de responsabilité. Ils nous envoient la vidéo tout simplement à travers un numéro que nous allons communiquer, afficher désormais sur la rubrique dès qu'elle va passer. Et donc, même si vous êtes à New York, vous êtes en Espagne, vous êtes au Ghana, n'importe où, même au Bénin, vous êtes à Kaoubagou, ou à Malanville, vous voulez dire ce que vous ne comprenez pas, vous nous envoyez une petite vidéo sur le numéro qui va s'afficher désormais lorsque la rubrique passe. Et je crois que là, chacun aura la chance de dire ce qu'il ne comprend pas. Merci beaucoup, Franck, pour ces efforts d'innovation. On espère bien que ça va intéresser les gens et surtout ça va les aider à mieux s'intéresser, à mieux s'exprimer par rapport à l'actualité dans leur pays, autour d'eux, dans leur localité et dans leur existence. Bon, maintenant, je peux vous libérer. Hein. Ouais, donc, ce que je ne comprends pas, c'est que John Benoît est rencontré et habité. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Il faut l'enregistrer, hein, Franck. Il a quelque chose qu'il ne comprend pas. Mesdames et messieurs, on va souffler. Le temps de revenir par ici, prendre notre invité. Il s'agit d'Edmond Sadonou. Il est promoteur d'une structure qui facilite le voyage au Canada. Mais il y a quand même quelques soucis qu'il faut relever dans cette affaire donc, de voyage au Canada. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec notre invité tout à l'heure. Atuno ni dona jo mu mi ton le ni yopole on pa buzu kosi atilo ma pe mu gangan. S'est engagé dans tes activités, c'est pourquoi chaque jour, partout au Bénin, on te donne les moyens de les mener à bien. Car pour nous, plus tu tiens à quelque chose, plus on le soutient. Près de toi, près pour toi.
Deux rendez-vous pour finir l'actu matin de ce mercredi matin. On aura la revue de presse d'Assimo Kanya tout à l'heure qui va évoquer en détail les sujets proposés par les quotidiens dans leur production de ce matin en termes donc d'actualité. Avant cela, on a notre rendez-vous invité ce matin. J'ai appelé pour vous Edmond Sadonou qui est promoteur d'une structure qui travaille à ouvrir les portes de l'immigration à ceux qui veulent bien aller au Canada. Monsieur Sadonou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'actu matin. Et surtout, merci d'avoir accepté de venir évoquer sur ce plateau la situation, non pas de ceux qui rêvent encore de partir, mais de ceux qui sont déjà là-bas. Et surtout, parce qu'il y en a aussi, ceux qui sont là-bas et qui veulent parfois revenir pour des situations tout à fait inimaginables dans certains cas. Alors, vous êtes dans le rouage de la migration vers le Canada. Pour commencer, que gagne-t-on à aller là-bas? Que gagne-t-on à aller là-bas? J'ai juste une image en tête que tout le continent africain savent. Et des gens se posent des questions. Ouais. Aller dans les OIM, les centres de réception des demandes de visa, et géré par l'OIM dans tous les pays, je dirais bien même du monde et surtout de l'Afrique. L'OIM, c'est l'Organisation internationale de pour la migration. Des gens viennent déjà à 2 h du matin et ils sont couchés par terre. Ils attendent. Ils attendent. Oui, des files inimaginables. Oui, mais il y a tellement du monde. C'est juste pour vous dire que aujourd'hui, on sait ce que le Canada peut apporter au monde. Qu'est-ce qu'il peut apporter justement? L'Afrique a besoin de certain nombre de compétences. La Belgique, la France, beaucoup de pays de l'Union européenne ont tissé des liens avec le Canada pour pouvoir essayer de développer un certain nombre de compétences. Le Canada, quand vous allez là-bas, par exemple, au niveau, c'est vrai qu'ils sont bourrés de ressources naturelles. C'est pétri de... Oui, on le sait bien, on sait tout ça, mais quand on parle de... tout va très bien, quand on va là-bas, c'est bien, c'est beau. Oui, justement, c'est justement, c'est juste pour pouvoir apporter l'aspect de ce que les gens d'abord veulent aller chercher. Tout le monde peut y trouver ça. Tous les domaines, dans tous les domaines, dans l'agriculture, la technique agricole, la gestion la technologie, l'aérospatiale, les aéroports, l'hydroélectricité, tous les domaines. Il y a des choses qu'on est encore en Afrique un peu, pas arrière, mais on a beaucoup de choses encore à apprendre. Oui, mais justement, quand on préparait cette émission, vous l'aviez dit, c'est bien, c'est beau là-bas, tout y est, on peut trouver ce qu'on cherche là-bas, mais tout n'est pas toujours rose. Il y a des situations qui se présentent là-bas où, ma foi, et c'est surtout au plan social, c'est difficile pour les compatriotes africains de se retrouver. Oui, bien évidemment. Je pense que vous voulez parler au niveau du côté de la vie des couples. La vie des couples. Et les familles. Tout à fait. Les familles africaines. Il y a beaucoup de couples qui se disloquent rapidement et c'est un point énorme. Absolument. C'est un phénomène un peu c'est un phénomène. Et juste pour ça, c'est que, bien évidemment, la première question rejoint un peu... parce qu'aujourd'hui, vous allez souvent entendre que beaucoup des cadres africains, aujourd'hui, ils sont dans leur pedigree, diplômés de telle université du Canada, travaillent dans telle compagnie nord-américaine, c'est-à-dire canadienne. Ils sont, c'est-à-dire, presque souvent vous allez entendre ça. Un parcours prestigieux. Oui. Et je crois bien que récemment, j'ai vu un peu le président de la Cour constitutionnelle, si vous regardez bien aussi, il a fait le Canada. Il a étudié. Donc oui, on sait pertinemment, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de choses à apporter. Mais c'est que l'approche ce qu'on veut, on est en train de constater aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de familles qui se disloquent. Et les gens, c'est de la désolation. Comment ça? C'est des problèmes psychiatriques, des problèmes psychologiques, des troubles mentaux. Les enfants sont placés. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pression du travail, du quotidien. Comment est-ce que les couples arrivent à se disloquer? C'est quoi la raison? Très bien. Pour pouvoir d'abord connaître la raison, il faudrait d'abord connaître le pays dans lequel on vient. Quand tu viens dans un pays et tu veux t'installer à court, moyen, à long terme,
Parce que quand tu viens, nous tous, nous venons pour apprendre quelque chose, pour redonner à notre pays, à notre nation. Gagner pour les nations. C'est la mission même première du Canada, ça. À former des gens de l'étranger pour qu'ils puissent redonner à leur pays. Oui, oui. Allez-y, laissez pour qu'ils redonner à leur pays. Et donc, on rend compte que les gens ne s'en rendent pas compte qu'aujourd'hui, quand ils viennent en Amérique du Nord, ils veulent tout le temps, aussitôt, faire du mimétisme. Copier la culture des Canadiens pur lain. C'est-à-dire des gens qui sont déjà de souche qui sont là. On veut faire exactement ce qu'on veut en faire. Moi, je suis là. Mais vous venez dans un pays, vous vous adaptez à la culture du pays. C'est bien normal, non? Non, ça, c'est pas la culture. Non, c'est pas ça. C'est pas la culture. Vous allez voir tous les pays du monde. Moi, je suis là il y a longtemps. J'ai fait tous mes études collégiales, premier cycle, diplôme supérieur, dans tout. Je connais bien la vie nord-américaine. Je suis là bientôt 25 ans. Je suis là depuis. Mais je parle avec vous, mais j'ai mon accent africain. Tout à fait, on a échangé tout à l'heure. J'ai mon accent africain et je suis fier de l'être. Malgré que le bureau, je suis au Québec. Je parle le français québécois. Il y a des dons, c'est pour vous dire qu'il y a des aspects. Alors, en quoi est-ce que ce mimétisme crée des situations jusqu'à la dislocation des couples, par exemple? Alors, lorsque les gens, quand on prend par exemple la situation des femmes, ok, le monsieur vient, il va aller amener sa femme et tout ça. Parce que souvent, les gens viennent seuls d'abord. Très souvent. Ils viennent seuls, après, ils vont amener la famille et tout. Et là, on s'en rend compte que certaines habitudes de comment pas se faire, pas se copier. Ils doivent savoir que au Canada, il y a quelque chose qu'on appelle la révolution tranquille. La révolution tranquille, c'est qu'avant 1960, tout était sur la main de l'Église. L'Église gérait tout. Et la femme n'avait pas certains droits. La femme n'avait pas de droits carrément. Et donc, elle était à la maison, elle faisait un soutien pour les hommes qui vont aller à la guerre et tout ça. Donc, on a constaté qu'après le printemps 1960, il y a une grande révolution qui s'est... Les femmes ont été libérées. Et c'était les femmes qui étaient des pionniers, effectivement. Et cette révolution-là a amené de très bonnes choses. Très bonnes choses, telles que la nationalisation des sociétés publiques et privées, qui étaient sur la main de certaines entités privées. Et il y avait l'école, les universités, la réforme des universités, que l'État a pris la main, tel qu'on entend aujourd'hui, l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec partout. Et il y a un certain nombre de l'approche par compétences. Cette révolution, en quoi est-ce que ça a impacté la vie des femmes? Oui, justement, c'est-à-dire, vous allez voir quelques secondes. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de choses positives. Tellement que ce mouvement a été accompagné par certains leaders politiques, tels que Henri Bourassa, Jean Lesage, même jusqu'à René Lévesque. Et ces avantages positifs-là, il y a également beaucoup de choses négatives. Telles que les femmes, toutes ces femmes-là, ils ont dit, à partir de maintenant, l'homme au foyer ne sera plus leader. L'homme n'est plus rien. L'homme n'est plus rien du tout. Il n'est plus rien. Et donc, du coup, je fais ce que je veux. La naissance de l'union libre. Je fais ce que je veux de mon corps. Je n'ai plus de droit. Et c'est cela que les familles africaines vont copier. Exactement. Les enfants deviennent des handicaps pour moi. Donc, du coup, je sors avec le nombre d'hommes que je veux. Dans la famille. Ils amènent même un autre homme faire de l'intimité devant l'homme et tout. Donc, de nos jours, en Occident, vous allez souvent entendre parler du féminicisme. Donc, du coup, le monsieur attente carrément à la vie de sa femme et de ses enfants. Parce qu'il y a des rives. Et ce phénomène devient de plus en plus... Alors, qu'est-ce qui arrive alors? Quand les familles viennent, madame africaine, madame va travailler au boulot. Côtoie les Québécois, les Québécoises, à la garderie, à l'école, prendre des idées nouvelles. Des idées. Et les gens lui disent, mais non, nous sommes ici en Occident. Nous sommes ici en Occident. Tu n'as pas le droit de cuisiner ton mari. Le mari dit, est-ce que vous avez déjà la nourriture déjà prête pour les enfants?
pour qui tu te prends, moi, je vais te faire la nourriture. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Déjà? Le monsieur dit, ah bon, je suis allé en Afrique te doter. Fais la dot. L'Afrique, les valeurs familiales sont ancrées chez nous. Ce que nous avons de plus que les Occidentaux, c'est notre culture, comme vous avez dit, et nos valeurs familiales. Cette situation amène donc cette dislocation. Ça amène énormément de problèmes et ils appellent automatiquement le 911. Oui. Et quand on appelle le 911, la police vient, en même temps, on prend les enfants. On prend le monsieur, d'abord, on va l'incarcérer. Ah oui? Ah oui, ce que je dis, les gens le savent. Ils vont l'arrêter, ils vont l'incarcérer. On va l'interdire de ne plus jamais s'approcher de sa propre maison. La maison, on redonne sa maison qu'il a souffert pour travailler. On redonne à la femme. On lui dit, tu ne dois plus jamais s'approcher de tout cela, c'est en fonction de la loi, hein? Ce n'est même pas la loi, c'est dans la Constitution, la Charte des droits et libertés. Et la femme est devenue en ce moment-là, si en Afrique, aujourd'hui, peut-être les hommes briment les femmes, sachez qu'en Amérique du Nord, on les casse. On casse les hommes. Et que l'homme doit maintenant... Que deviennent les enfants dans cette situation? Justement, les enfants, c'est une calamité totale. Parce que quand les couples se disputent, on a créé un département, c'est-à-dire la direction de la protection de la jeunesse. Et donc, quand on parle de protection déjà, ça veut dire qu'il y a un problème qu'on veut protéger les enfants contre. On veut protéger les enfants contre un problème. Et là, mais il s'oublie que la DPJ est à la solde de la mafia. Et ces enfants sont gérés par la mafia, les gangs de rue, qui sont à la DPJ, on voit seulement des Haïtiens, des Africains, des Arabes et les Indiens, les autochtones, majoritairement. Et ces enfants-là, vous les voyez, la drogue, les deals, des armes à feu. Ils sont dans des n'importe quoi, infractions par c'est-à-dire ils sont dans des violences excessives. Vous peignez un tableau terrible qu'on ne nous a jamais présenté quand on parle du Canada. Est-ce que ce n'est pas de votre faute déjà, vous qui nous aidez à aller au Canada, quand vous ne nous dites pas la réalité qui nous attend là-bas? Si je suis ici, ça veut dire que si j'en parle, je suis le premier même à en parler. Alors comment résoudre ce problème, à votre avis? Pour résoudre ce problème, d'abord, on va le voir sur plusieurs angles. Et tout. Il ne faut pas penser que seulement le Canada, c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le volet très bon, mais en même temps, il y a ce problème qui prend de l'ampleur. Et donc, les familles doivent savoir que, aujourd'hui, je donne un exemple. Quand je venais, il y a même des gens, vous allez voir des grands ingénieurs, des personnes très, qui sont dans la rue, ils sont assis. Des Africains. Ils sont perdus, ils parlent tout seuls. Vous allez entendre parfois qu'on n'a plus de ces nouvelles. C'est des problèmes comme ça. Et donc, quand vous appelez et que la personne vous dit ça va bien, ça ne va pas. Comment? Il ne va pas parce que l'orgueil africain, surtout celui qui est à l'extérieur, il ne veut pas dire que ça ne va pas. Vous voyez? Il cache ses problèmes. Il cache ses problèmes. Et l'autre qui est en Afrique, il appelle, nous avons des problèmes ici. Envoie de l'argent. Donc, ça lui fait deux problèmes à la fois. Il prend encore beaucoup plus de stress en plus. Il envoie l'argent, mais il a beaucoup de problèmes. On va plus demander de l'aide à ceux qui vont là-bas, c'est ça? Non, il faut demander de l'aide. Mais non seulement le problème, c'est qu'il faut essayer et quand même... Vous voyez, par exemple, quand on est ici, là, les oncles, la famille, on se côtoie, la mère, la belle-mère, la femme respecte un peu la belle-mère, c'est un nombre de choses. Là-bas, elle est seule. Les familles, le couple, pas la personne. Ils sont quasiment seuls. Vous voyez? Comment on va faire? On va leur rendre visite? Le bien coûte cher. On peut le rendre, mais le problème c'est qu'il faut parler. Aujourd'hui, vous pouvez faire une connexion de 150 francs et causer. Parler à votre belle-fille, maman. Ça va bien. Est-ce que mon enfant, comment ça se passe? L'autre côté aussi, parle à ton beau-fils. Ton beau-fils, et vous parlez avec les enfants et tout. En échangeant, vous allez détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez déjà régler peut-être certains nombres de litiges. C'est-à-dire que vous appelez à une assistance de la famille depuis ici, c'est cela? Pour les familles, bien sûr, ils ont besoin de ça. Parce qu'ils n'en agissent pas. Le Canada n'offrira jamais cette assistance-là aux étrangers. Jamais. Jamais il ne faut pas l'offrir. Parce que si vous voyez aujourd'hui dans la liste d'attente au niveau du Haut-Canada pour avoir un médecin de famille, c'est très difficile. Est-ce qu'il ne faut pas travailler surtout sur le comportement des femmes, leur capacité à résister à toutes ces étrangetés entre griffes là-bas?
Justement, aussi, ça, c'est aussi ça. Là, justement. Et il y a une fille, on va profiter pour lancer un appel à la femme. Vous voyez, nous sommes dans des domaines variés. On a un bureau à Montréal, on a un bureau à Québec, on a des bureaux dans plusieurs villages. Est-ce que vous offrez ce service au moins pour non, on ne peut pas, non, notre mission, ce n'est pas ça. C'est interdit, vous pouvez créer une cellule qui pourrait... Non, c'est impossible, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que nous sommes sociétés. Moi, je fais partie du collège. C'est purement officiel. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parlez-nous de votre structure. Canada SP Pro, vous voyez un peu l'immigration canadienne, elle est différente de tous les autres pays de l'OCDE. Et donc, le Canada, personne n'est Canadien, tout le monde est Canadien. C'est dans la Constitution. Parce que tous les Canadiens, ils sont venus d'ailleurs. Ils sont venus des États-Unis, de l'Irlande, de partout, pour venir se mettre avec des autochtones et ça a formé des Canadiens. Et donc, pour pouvoir reconnaître ça, le gouvernement du Canada a reformulé son système de façon différente et a désigné un certain nombre de personnes pour dire, si vous voulez venir au Canada, vous pouvez faire votre procédure seul ou bien vous allez choisir des gens que moi-même, je vais former, je vais nommer, je vais agréer, je vais les nommer. Et donc, ils font comme nous autres. Donc, nous sommes des conseillers agréés, accrédités par le gouvernement du Canada. Et on fait partie du collège. D'accord. Et donc, et on fait partie du CLCI. Tous ces et donc, qui veulent voilà. venir, et quand tu fais, notre travail, c'est de trier les dossiers, d'analyser, de traiter. Je prends par exemple vous, c'est un exemple que je dois. Prends vous, nous allons les prendre. Et nous allons éclairer le juge, le décideur, pour lui dire, si nous prenons M. Tanguy, ce Tanguy pourra apporter un plus substantiel, non seulement au Canada, mais au monde entier, pour le développement de l'Afrique, pour le développement du monde. Donc, c'est nous, notre travail, c'est ça, d'éclairer. Donc, si tu passes par nous, tes chances sont beaucoup plus élevées. Vous avez vu, Canada était présent quand on a... Tout à fait, on a couvert votre cérémonie récemment. Ils ont vu que des cas inimaginables qu'on est capable de traiter. Et donc, au niveau de cette approche-là, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous tapez Canada SP Pro, vous allez voir que ce que l'on fait et ce que Canada SP Pro est. Et dans nos approches aussi, on peut solliciter le gouvernement, parce que certains pays occidentaux l'ont fait, pour que le gouvernement, à travers la représentation diplomatique, peut créer c'est comme une cellule. Et cette cellule-là sera composée des gens de la diaspora. Ça peut être des médecins, des psychologues, des gens qui interviennent un peu partout. Et de façon anonyme, lorsque les couples viennent et ils ont un problème, ils peuvent se présenter et s'ouvrir à eux. Et tout ça aussi, une approche de solution. Et parler aux familles, les mamans, les familles. Quand vous appelez vos gens, voilà, quand ils disent ça ne va pas, c'est que ça. Ils disent ça va, ça veut dire ça ne va pas. Cherchez à savoir le problème. Parlez aux femmes. Et les femmes, souvent, quand ils reviennent au bureau, à la fin, je vais quitter mon mari, je vais divorcer, je vais me séparer. À la fin, c'est de la désolation, c'est de la pleure. C'est des pleurs, elles regrettent toujours. Donc, c'est ça. La vie de couple n'est pas toujours rose. Sachez que la culture africaine, elle est toujours importante et meilleure. Et rappelez-vous de d'où vous venez. Très important. Edmond Sadonou, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes promotion d'une structure... Quels sont déjà? Canada SP Pro. Canada SP Pro. Qui travaille d'ailleurs à ouvrir les portes du Canada à ceux qui veulent faire l'émigration et qui veulent se retrouver là-bas pour se mettre au service du Canada et du monde. Et du monde. Et Canada SP Pro n'existe pas au Bénin. Il n'y en a pas. Ça dit, il n'y a pas ça en Afrique. C'est-à-dire, tu vas contacter le numéro parce que tout est électronique aujourd'hui. Tu vas dans Google, tu tapes Canada SP Pro, tu auras tous les détails. Allez, merci beaucoup pour le coup de pub sur Actu Matin. Vous passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse d'Action Mokaïation. Bonjour à toutes et à tous. En matière d'intégration régionale, l'économiste du Bénin renseigne qu'intervenant à l'occasion de la 30e édition des assemblées annuelles d'Afreximbank à Accra au Ghana où il a été invité, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote a plaidé pour la suppression de visas entre pays africains. À l'en croire, c'est un pas important vers l'intégration économique, une condition pour l'effectivité de la zone de libre-échange continentale.
Pour Fraternité, un bon visionnaire, Aliko Dangote, vient de montrer le chemin aux pays africains en vue de devenir un poids économique et financier important au plan mondial. À l'occasion de l'Assemblée nationale de la Banque panafricaine d'import-export, Afreximbank à Accra, l'homme d'affaires nigérien a plaidé pour la suppression des visas pour passer d'un pays africain à un autre. Il porte ainsi un grief contre les dirigeants qui conditionnent l'entrée des personnes et des biens dans des pays à l'obtention de visas, ce qui est contraire aux recommandations de l'Union africaine. Le journal cite comme exemple de libre circulation le cas du Bénin. Avec son gouvernement, le président Patrice Talon, dans un esprit futuriste, a procédé à la suppression de visas avec une dizaine de pays africains et une trentaine de pays dans le monde. C'est assez éloquent au regard de l'ambition de l'homme pour son pays. Le journal de titré « Talon Dangote, des points de convergence ». Et puis, Bénin Intelligent rapporte le politologue béninois Richard Boniwourou qui apprécie les 2 mandats du chef de l'État béninois et confie que les 2 mandats de Talon ont été marqués par des réformes économiques et institutionnelles importantes. Le président Talon a poursuivi ces réformes économiques et institutionnelles avec un accent particulier sur la numérisation de l'administration et la promotion de l'innovation technologique pour stimuler la croissance économique, mais avec des problèmes de respect des droits de l'homme et de liberté d'expression au cours de son second mandat. L'autre quotidien parle de nouveau de la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Dorothée Sosa et qui est très attendue sur les recours formés par des membres du Parti Les Démocrates contre la désignation de ses membres par le bureau de l'Assemblée nationale, seul parti politique de l'opposition représenté au sein du Parlement. Le Parti Les Démocrates tient à se faire, coûte que coûte, représenter au sein de la haute juridiction. On considère que la bataille des élections de 2026, particulièrement la présidence, se jouera également à travers la présence de cette opposition au sein des institutions chargées de gérer les élections, estime le journal. Le gros titre du quotidien Le Matin est consacré aux questions orales à l'Assemblée nationale et en croit le journal. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, les députés se retrouvent dans l'après-midi de ce mercredi 21 juin 2023 en séance plénière au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Il s'agira pour les élus du peuple, 9e législature, de se prononcer sur les réformes du gouvernement dans le cadre des questions orales relatives aux tarifs de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tiniti dans la commune de Natitengu et ensuite à la qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. En son premier titre, le matinal informe que le monde entier a célébré hier la Journée internationale des réfugiés, occasion pour le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, de mettre en exergue les efforts du Bénin au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vue d'offrir des conditions favorables aux demandeurs d'asile. En effet, à travers la promulgation le 20 décembre 2022 par le chef de l'État de la loi portant statut des réfugiés et des apatrides, le Bénin se positionne au sein de la communauté comme le 2e pays qui garantit plus de sécurité, de liberté, de dignité, d'inclusion socio-économique et d'épanouissement aux réfugiés et aux apatrides. Pour Fraternité, le Bénin est une terre d'accueil de réputation et la tendance s'est amplifiée ces dernières années grâce à de nouvelles dispositions prises à la faveur de réformes engagées par l'État. Ainsi, le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile a explosé selon des chiffres officiels. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a rendu public un rapport qui présente une hausse des sollicitations. De 2353 personnes en 2022, le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés dans la base de données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du gouvernement est passé à 9242 en 2023, soit une augmentation de près de 400%, a-t-il fait savoir. Cette progression a été observée en l'espace d'un an. Le nombre pourrait augmenter avec l'enregistrement des milliers de demandeurs d'asile en attente de formalisation. Dans la suite, le matinal révèle que les communes
sont désormais fixés sur le montant qui leur sera alloué au titre du Fonds d'appui au développement des communes en 2023, à en croire le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, qui a dévoilé ce montant. Il s'agit là de l'apport de l'État aux communes en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. Ces fonds visent à favoriser le développement des communes. Pour ce qui est de la répartition des 84,9 milliards de francs CFA, il est à retenir que 19 milliards de francs CFA seront affectés aux charges de fonctionnement, dont 700 millions pour le paiement des factures d'électricité et d'eau des écoles maternelles et primaires et 3,3 milliards de francs CFA pour l'appui au fonctionnement courant des communes. 10 milliards de la cagnotte seront alloués à la rubrique FADEC asphaltage, tandis que 13,7 milliards reviendront au FADEC non affecté investissement. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'est donc la revue de presse d'Assiangmo Kanya, Assiangmo, une rubrique qui vous détaille l'actualité au plan national relayée par les quotidiens. Si vous avez envie d'avoir une idée de ce qui se passe ailleurs, au-delà des frontières du Bénin, achetez Fraternité. Vous avez justement une page exclusivement réservée à l'actualité à travers l'Afrique et le monde. Vous avez surtout en cette page 10 là, tout ce qui concerne l'Afrique avec ce focus sur l'attaque dans un lycée en Ouganda. Cela fait 42 victimes, nous apprend le quotidien qui évoque déjà les actions de la police ougandaise pour retrouver les instigateurs de ces violences qui ont coûté donc la vie à 42 étudiants. Il s'agit justement d'un contexte d'insécurité qui traumatise la population, qui attend en tout cas les résultats des enquêtes engagées à ce propos. D'autres éléments concernant la Somalie et autres pourraient bien vous intéresser dans dans Fraternité de ce mercredi matin. Aujourd'hui, l'actualité au plan national, ce sera du côté de Porto Novo. Les députés se retrouvent à partir de ce matin pour évoquer quelques sujets de l'actualité, notamment en question orale au gouvernement. On en parlera demain, dès qu'on sera autour de 7h30 sur Actu Matin. D'ici là, vous portez très bien et vous passez une excellente journée.